Et Aolana, chers auditeurs de Hiti FM, j'espère que vous allez bien et que vous passez une agréable matinée sur nos ondes. Ce matin, dans Tahiti Vibes, nous avons le plaisir de recevoir Ranui Donassan, qui vient nous parler des mémoires de la reine Marao. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Bonjour Cybèle, bonjour aux auditeurs. Donc, les mémoires de Marao Arwa, c'est un livre qui est sorti en 1971 dans une première édition qui avait été faite par la Société des océanistes à Paris et notamment le révérend père Aurélie. Le problème que rencontrait ce livre, c'est que ça fait plus de 20 ans qu'il n'est plus réimprimé et que pour des raisons particulières sur lesquelles je ne reviendrai pas dessus, la Société des océanistes ne souhaitait pas le réimprimer. Par contre, il existait une version en ligne qui était commercialisée par la Société des océanistes et qui est payante. D'accord. À 11 € et des poussières. Donc la version virtuelle était disponible, mais pas celle sur la papier. Version papier. Et beaucoup de gens ici réclamaient une version papier parce que les gens n'aiment pas trop lire à l'écran. Enfin, tout le monde n'aime pas lire à l'écran. Oui, ça fatigue les yeux. Et puis, on préfère avoir un ouvrage dans sa bibliothèque. C'était impossible de le trouver, à part en occasion ou des choses comme ça. Donc, après des tractations que j'ai eues grâce à la présidente de la Société des études océaniennes, Madame Touheya Varichaud, que je remercie, on a pu rentrer en contact avec la Société des océanistes et, avec les arguments que j'ai présentés, ils ont lâché le morceau. Parce qu'ils voulaient pas lâcher le morceau. Et donc, maintenant, nous avons carte blanche sur l'édition. C'est comme ça que, étant l'arrière-petit-fils de la reine Marao, et ayant été élevé par la princesse Tekau, donc la fille de la reine Marao, et j'ai hérité de tout son fonds documentaire et tout ça, donc on a repris le livre, donc on n'a rien changé au texte initial que la reine Marao avait écrit. D'accord. Mais j'ai rajouté des notes en bas de page pour clarifier le texte, parce que lorsqu'on rentre dans ce texte, donc qui part de la création, par le dieu Ta'arwanui Taitumu, enfin le dieu créateur, Oro et Ta'arwa, c'est assez difficile pour un occidental, même pour un polynésien qui ne connaît pas la famille, de remonter, de se retrouver dans les généalogies. Exact. Donc, j'ai préféré mettre des notes en bas de page, qui fait que le lecteur, au fur et à mesure qu'il lit le livre, il y a des explications qui sont guidé en bas, au lieu d'aller à la fin pour chercher quoi. Donc, il le fera jamais. Donc, on a mis des notes en bas de page pour pouvoir justement clarifier ce texte qui était assez hermétique par certains endroits. Et puis, il faut savoir également une chose, un autre paramètre, c'est que à Tahiti, il n'y avait pas de royauté. La royauté est arrivée avec les missionnaires pour pouvoir installer leur prosélytisme à Tahiti. Ils ont instauré une royauté parce qu'ils se sont fait amis avec le chef de Pare'arwe qui n'était autre que Pomare. Et donc, c'est comme ça que la royauté est arrivée à Tahiti. Mais avant, il n'y avait pas de royauté. Il y avait des Harinui. Et pour eux, c'était plus facile. Comme ils connaissaient la royauté en Europe, ils se sont dit c'est plus facile d'instaurer. En fin de compte, ça a été une erreur de casting, puisque tous les navigateurs qui sont arrivés à Tahiti sont arrivés à la pointe Vénus. Pourquoi? Parce que le mouillage était sain, il était protégé. Des vents, etc. Et puis la baie de Matavai, quand même, c'est... Voilà. Et voilà, Matavai, c'était un bon spot pour eux. Mais ils sont, Bougainville, d'ailleurs, lorsqu'il est arrivé la première fois, il est arrivé à Hitia. Et Hitia, c'est vraiment pas l'endroit pour d'ailleurs, mouiller. Voilà, c'est ça. Il y a eu des problèmes. Donc, ils ont choisi Matavai, et qui était le roi, le chef de Matavai, c'était Hapei, c'était Vairatoa, celui qu'on avait Vairatoa, qui est devenu plus tard Pomare, et c'est comme ça que les missionnaires ont pensé au départ. Avec leur mentalité, c'est pas voulu. Au départ, ils ont pensé que c'était le roi, comme dans tout pays où on a un roi qui dirige, voilà. Donc, ce n'était pas ça, ce n'était qu'un hari, parce que vu la réglementation, si je puis dire, de Tahiti, le hari était reconnu au nombre de chefferies qu'il possédait. Oui. Et donc, le hari de l'époque, c'était le Grand Tati, c'était Opuara, c'était donc le chef du clan des Teva, qui possédait 8 districts à lui tout seul. Alors, c'était pas les districts d'aujourd'hui. Non. C'était des très grands districts. Parce que quand on parle, par exemple, de Hui, qui n'existe plus aujourd'hui, c'est Afahiti, Pueu, Tautira. Donc ça, c'était un seul district. Vous voyez, il y en avait 8. Donc, la suprématie, elle était là. Mais bon, les Occidentaux ne le savaient pas. Par contre, après,
Pomaré, qui était arrivé des Tuamotu par hasard, si je puis dire, puisque c'est une tempête qui l'a poussé là. Il était à de son endroit de Fakarava. Hein, mais bon, il a été poussé et il est arrivé là. Et il s'est installé là, il a combattu et il a gagné, donc il a pu avoir la chefferie de Paré à jouer. Et grâce aux missionnaires, il s'est dit, ben pourquoi moi je vais pas commencer à étendre également mon pouvoir, puisque c'était des guerres de chefs en fin de compte. Hein. Nous avions à Tahiti non pas des royaumes, c'était un peu comme les seigneuries féodales. C'est-à-dire qu'on avait le seigneur, qui était le Har Inui, qui devait veiller sur son village, sur ses vassaux, sur son peuple, il avait des gens à son service. Donc, on avait chez nous les Teuteu, on avait les Vents, on avait toute cette hiérarchie, quoi, qui existe un petit peu dans les seigneuries du Moyen-Âge. Et on fonctionnait comme ça. Donc, c'était pas tout à fait la même chose. Et donc, lui, Pomaré, a profité de l'opportunité, donc des missionnaires d'abord, pour se convertir au protestantisme, puisque Pomaré II a été le premier à se faire baptiser par les missionnaires protestants. Et grâce aux missionnaires protestants, il a pu asseoir son pouvoir sur Tahiti. Et donc, c'est les missionnaires qui ont créé la royauté, puisque le premier roi à avoir été couronné, ça a été Pomaré III. Oui. Le fils de Pomaré II, ils avaient d'ailleurs fait une couronne spéciale pour lui, qui est aujourd'hui au musée des îles, voilà. Mais ça n'existait pas. Il n'y a jamais eu de royauté à Tahiti. Il y avait les Maroura, il y avait tout ça. Il y avait des Har Inui, hein, mais il n'y avait pas de royauté. Le roi n'existait pas. Alors, après, on a traduit Har-I par roi, oui, etc. Mais à l'origine, non, il n'y avait pas de royauté à Tahiti. C'est un terme importé quelque part. D'accord. Donc voilà, et surtout avec Marao Taaroa Salmon, donc elle était épouse de celui qui deviendra par la suite Pomaré V, mais elle n'est pas parce que quand on parle de reine de Tahiti, on pense à la reine Pomaré, mais c'est pas du tout sa mère à elle. Elle est la fille de Aritaimei Arioeho, c'est ça? Voilà. Alors, je vais remonter un petit peu l'histoire. Donc, juste pour que, voilà, par exemple, voilà, ce n'est pas, quand on parle de Pomaré, là, c'est l'autre branche. Voilà. En fin de compte, la famille Pomaré et la famille Tepa'u-Tati, en fin de compte, donc la famille de Aritaimei, du Grand Tati, de Opuara, etc., nous sommes parents avec eux. Mais lorsque Pomaré II, qui était intelligent et qui savait très bien ce qu'il faisait, pour faire de telles alliances, il faut avoir la tête bien consciente. Je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Il y a eu en 1815, donc le 12 novembre 1815, un événement qui s'est appelé la bataille de Feipi. Et c'est à la bataille de Feipi, lorsque Opuara, donc le frère du Grand Tati, donc qui était le grand-oncle de la reine Marao, a été tué par une balle envoyée par un soldat des missionnaires. À ce moment-là, le Tahiti traditionnel a basculé dans ce qu'on appelle la colonisation. Puisque, à partir de ce moment-là, Pomaré II ayant gagné, donc les missionnaires étant par derrière, ils ont voulu asseoir leur pouvoir. Leur pouvoir, fallait pas oublier qu'il y avait bien sûr les missionnaires Knott et Davis, mais il y avait également Pritchard, qui était consul et qui avait les dents qui rayaient le plancher, et qui était en plus le conseiller de la reine Pomaré IV. Et donc, il le conseillait selon son bon vouloir à lui, parce que c'était pratiquement lui le roi de Tahiti. C'était pas Pomaré II. C'était lui qui décidait et qui prenait les décisions. Et Pomaré IV ne servait qu'un petit peu, elle écoutait tout ce qu'il disait, quoi. Voilà. Donc, à la bataille de Feipi, c'est là, en fin de compte, que Pomaré II a pu asseoir son pouvoir et devenir, grâce aux missionnaires, le roi, entre guillemets. Donc, ça, donc là, on est remonté un petit peu plus loin. Marao, elle parle dans ses mémoires. D'ailleurs, qu'est-ce qui l'a poussée, elle, à écrire ses mémoires? Alors, elle le dit d'ailleurs. Alors, elle le dit dans ses souvenirs, les souvenirs qui sont parus l'année dernière dans un livre que j'ai fait paraître au Vent des îles qui s'appelle Marao Taaroa, dernière reine de Tahiti. Donc, elle raconte tout dans ses souvenirs. Ce qui l'a poussée, c'est au moment de la grippe espagnole en 1918. Elle s'est aperçue que tous les anciens avaient disparu. Et donc, elle était une des dernières à connaître toutes ces choses-là, parce que c'était des traditions orales qui étaient transmises de bouche à oreille, et que sa mère, déjà, Aritaimei, avait déjà écrit quelque chose qu'elle avait donné à Henry Adams. Henry Adams, qui avait
mis en place, qui avait monté le document donc de Ali Taimé, qu'elle avait dicté en fin de compte, pour en faire les mémoires d'Ali Taimé, que nous connaissons déjà. Donc Marao, qui avait déjà, à l'époque de la grippe espagnole, elle avait déjà plus de 60 ans, elle s'était dit, je suis un des derniers maillons à avoir connu cette époque-là, donc si je ne fais rien, les jeunes générations ne le sauront pas. Et c'est pour les jeunes qu'elle s'est décidée, à ce moment-là, en 1922, à commencer à mettre ça en place, à rédiger quelque chose, encouragé par 2 ethnologues américains qui étaient arrivés, le couple Handy. Donc, Craig Hill et Willowdean Handy. Donc, Willowdean Handy est resté ami de la princesse Tekau jusqu'à sa mort. Mais donc, c'est grâce à eux que tout ça a pu être mis en place et que l'on a pu avoir d'abord les mémoires de Maraut Arwa, ce fameux livre qui est réédité aujourd'hui. Mais principalement par cette conscience de se dire, bon, ben voilà, ceux qui ont vécu avant nous, ils disparaissent et parfois ils disparaissent sans nous avoir tout dit. Et si on ne veut pas perdre ça, toute cette culture, toutes ces traditions, c'est important de les mettre sur papier. C'est exact, parce qu'il faut pas oublier que Marao est la première tahitienne à avoir rédigé quelque chose. Ah oui, c'est ça qui fait... Elle a eu la chance d'avoir été éduquée, d'avoir un père anglais d'abord, et d'avoir eu une éducation à l'occidentale. Donc elle a été élevée, elle, à Sydney, et donc elle a appris la culture, elle a appris la culture occidentale, elle a appris l'écriture et tout ça, ce qui lui a permis, alors en plus elle a été l'épouse de Pomare V, donc ça lui a permis donc de dire par écrit ce qu'elle a vu, et non pas de transmettre par bouche et oreille. Il n'y avait pas d'enregistrement à l'époque, il n'y avait pas tout ça, donc il fallait écrire, et si tu ne savais pas écrire, tu ne transmettais rien. Oui, donc, tu pouvais pas être sûr que le message était exactement celui que tu voulais faire passer. Voilà, alors elle par contre, ce qui est intéressant, c'est que bien entendu, à cette époque-là, il y avait des Occidentaux qui rédigeaient des choses, mais ils rédigeaient dans leur propre intérêt. Hein? Tandis que Maraut Arwa, elle a vécu dans l'ombre du roi, si je puis dire, et elle a pu voir tout ce qui s'est passé. Donc elle a raconté sa version, ce qu'elle a vu. Donc aujourd'hui, les gens, nos jeunes, et puis les historiens, et puis les bibliophiles sont en possession d'un ouvrage qui leur permet de faire une contrebalance de ce qui a été écrit. Et bien entendu, il y a toujours un fond de vérité. Mais bon, avec les écrits de Maraut Arwa, on peut avoir beaucoup plus d'éclairage sur ce qui s'est réellement passé. Non seulement au niveau de l'annexion, mais pour le Tahiti ancien. Surtout pour le Tahiti ancien. Parce que cet ouvrage-là, les mémoires de Maraut Arwa, remontent à la création par Arwanui Taitumu, dont nous descendons. Alors ça fait peut-être rire, mais je le dis encore aujourd'hui, nous sommes des enfants de ces dieux anciens. Nous, ce n'est pas une royauté, c'est une théocratie que nous avons. C'est-à-dire un gouvernement qui vient des dieux. Et nous sommes fiers de ce gouvernement. Et donc aujourd'hui, moi personnellement, qui suis le dernier maillon, puisque bon, je pense qu'après moi, il y a plus grand monde qui soit capable de retracer cela, parce que ayant été élevé par la princesse Tekau depuis petit, j'ai baigné dans ce bain. Donc ma mère ne s'intéressait pas à ces choses-là, mais moi je m'y intéressais. Donc je ne regrette qu'une chose, c'est que elle n'ait pas vécu plus longtemps pour que je puisse pas encore lui poser des questions. Mais ce qu'elle m'a déjà transmis, ce qu'elle m'a donné, ce qu'elle m'a légué, c'est énorme. Voilà, je peux déjà me permettre d'apporter un plus à cet ouvrage. Voilà. Et on a aussi la préface de sa fille Takao. La princesse Takao, oui. Takao, pardon. On a les mémoires de Marao, la préface de sa fille Takao, et ensuite toi tes notes. Donc il y a aussi une continuité générationnelle dans cette honneur. J'ai fait une introduction, donc j'ai fait un avant-propos pour raconter au lecteur pourquoi on réédite ce livre. Et puis, j'ai fait les notes en bas de page. Alors, je signale tout de suite que le texte de Marao, je n'ai absolument rien touché. À la virgule près, c'est le même. Tout est là. Tout est là. Vous pouvez prendre le bouquin de 71, c'est le même texte. Sauf que moi, j'ai rajouté des commentaires en bas pour éclairer le lecteur. J'ai rajouté en plus, parce que dans l'édition de 71, il y avait certaines photos en noir et blanc. Elles y sont toujours, mais je les ai retravaillées personnellement, puisque je suis geek. J'aime beaucoup les logiciels, et donc j'ai retravaillé ces photos. Elles sont d'une qualité supérieure, et la plupart, je les ai mises en couleur parce que je sais utiliser les logiciels.
Donc avec quand on voit Marao habillé en couleur, c'est ça la couleur de la robe parce que je l'ai connue. J'ai connu cette robe. Quand on voit TKO, j'ai connu cette robe. Donc c'est pas des couleurs inventées, c'est vraiment ça. Bon, pas peut-être pour le 19e siècle, je ne connaissais pas, mais bon, pour le reste, oui. C'est pour ça que j'ai souhaité le faire moi-même. Et en plus, pour compléter tout ce que je viens de te dire, j'ai mis en fin d'ouvrage ce qui a été reproché à l'ancien livre et puis à d'autres, c'est que il n'y a pas de plan généalogique. Donc, quand on navigue dans ce bouquin, même pour moi, qui suis de la famille, j'ai commencé à faire ces plans généalogiques pour moi-même, pour me retrouver. Parce que c'est pas évident. Moi, je ne peux pas remonter à Aroanouit Heitumu, mais grâce aux écrits, grâce aux généalogies de Maré à Maré, grâce aux gens qui ont pu écrire les généalogies depuis autrefois, ça nous a permis, à Maraut Arwa bien sûr, et puis à Tewira Henry, ça nous a permis de ressouder les chaînons manquants, ce qui fait que ça me permet de remonter jusqu'à Aroanouit Heitumu, jusqu'à aujourd'hui. Enfin, jusqu'à aujourd'hui, disons, jusqu'à l'époque de Marao. Voilà. Donc, quand le lecteur voit, on parle de tel, il peut se situer, c'est à telle génération, c'est la branche d'un tel, c'est le fils d'un tel, c'est beaucoup plus parlant. Autrefois, en 71, on lisait, mais bon, voilà, c'était assez abstrait. Donc là, maintenant, je donne toutes les cartes en main aux jeunes, parce que c'est eux l'avenir. C'est pas moi, c'est eux. Et si je l'ai fait, c'est parce que je pense à eux. C'est parce que je veux que nos jeunes, qui sont la continuité de notre histoire, de l'histoire de notre pays, puissent s'y reconnaître et s'identifier. C'est ça le plus important. Et c'était la volonté de la reine Marao. Et c'était sa volonté. Le livre, réédité, sortira officiellement le 10 décembre. Où est-ce qu'on peut le trouver? Alors, il sortira exactement des presses de Multipresse le vendredi 12. Ah, d'accord. Le vendredi 12. J'ai pas eu la bonne... Voilà. Par contre, je fais une conférence le lundi 15 à l'hôtel Hilton à 18h. Cette conférence est déjà proposée sur les réseaux sociaux. C'est sur invitation non payante, bien sûr, mais sur confirmation. C'est-à-dire que si les gens veulent assister à cette conférence, ils doivent répondre à l'invitation par écrit. Il y a une adresse qui est justement à Red Soyu. Il y a toute l'adresse. Et donc, ils doivent répondre en disant « nous serons 1, nous serons 2 » et leur nom, bien entendu. Voilà. S'ils ne répondent pas, il n'y aura pas de place. Il n'y a que 120 places. Il n'y en a pas une de plus. Donc voilà, je vous invite à répondre si vous avez l'opportunité, d'avoir la chance, d'avoir l'invitation qui arrive dans votre boîte mail. Si vous ne répondez pas, on s'est donné une date butoir avec Red Soyu. Je crois que c'est le 5 décembre ou quelque chose. Le 5 décembre, s'il n'y a pas de réponse, on donne la place au suivant de liste. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Voilà. Donc, répondez. Si vous voulez venir, répondez. Je vous y invite. Vérifiez vos mails. Donc voilà, très important. Et à l'occasion de cette conférence, on pourra aussi se faire dédicacer l'ouvrage. Alors, on pourra se faire non seulement dédicacer l'ouvrage, mais à l'issue de ma présentation, vous pourrez poser des questions si vous voulez. Donc, je fais un discours en français, je fais un petit discours en tahitien, et il y aura un petit orero à la fin. D'accord. Voilà. Et puis il y aura un petit cocktail de fin de soirée. Et pendant ce temps-là, je dédicacerai les ouvrages de ceux qui. Alors, on pourra acheter l'ouvrage à cette soirée-là. Il y aura des TPE. Vous pouvez payer par carte bancaire, par chèque, par tout ce que vous voulez. Voilà, il y aura tous les moyens modernes. Donc, et puis je pourrai vous dédicacer votre livre. Donc, pour prendre sa place pour la conférence qui aura lieu le lundi 15 décembre à 18h à l'hôtel Hilton, il faut contacter directement l'agence Red Soyu. Donc on peut le faire par Facebook, par tous les moyens possibles et inimaginables. Voilà. Donc vous tapez Red Soyu sur votre moteur de recherche et vous les contactez pour dire que vous avez envie de participer, enfin, vous avez envie d'assister à cette conférence qui s'annonce extrêmement intéressante. Donc vous verrez, je peux rajouter une chose, c'est que vous verrez, les choses sont très bien faites grâce à Red Soyu que je remercie. Surveillez bien les réseaux sociaux parce qu'ils font régulièrement des publications. Donc il y a eu une première publication, il va y bientôt en avoir une deuxième. Donc regardez, lisez bien les publications et vous avez les liens, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir vous connecter. Vous pouvez même faire des commentaires sur les réseaux sociaux. On répond aux commentaires, etc. Voilà. Donc vous pouvez répondre aux commentaires, mais surtout très intéressant, très important, vous regardez vos mails et vous répondez. Dites que vous y allez. Voilà. Sinon vous allez vous retrouver recalé à l'entrée. Et ça, on ne vous le souhaite pas, chers auditeurs de Haïti FM. En tout cas, merci beaucoup à toi d'être venu nous parler de l'histoire de Tahiti et de la royauté
on va dire, de ceux... Des Ari Inouï. Des Ari Inouï surtout. Donc voilà, merci beaucoup d'être venu nous parler des Ari Inouï et de rappeler que c'est important de garder cet héritage culturel, historique, de parler de ce qu'on a vu. Voilà, écoutez vos anciens, écrivez, prenez des photos, conservez. C'est très important, c'est ce qui fait notre patrimoine. Voilà. Je remercie Haïti FM également de m'avoir permis de pouvoir m'exprimer pour que nos générations d'aujourd'hui, nos jeunes, puissent connaître leur histoire. Il faut qu'ils connaissent leur histoire. Et aujourd'hui, ils ont soif de ça. Ils ont soif de vérité, ce qui est tout à fait normal. Et grâce à ce livre, vous allez pouvoir savoir d'où vous venez. Voilà. Merci. Merci beaucoup d'être venu nous rendre visite. Et merci beaucoup à tous les auditeurs de Haïti FM pour votre fidélité. Passez une excellente journée sur les ondes de Haïti FM et à très bientôt. Nana! Vous pouvez nous réécouter sur la chaîne YouTube et la page Facebook Haïti FM Tahiti. Et merci d'être avec nous sur Haïti FM.